La diversité au sein des écosystèmes. Diversité, écosystème. Voilà deux mots importants. Mais un troisième mot est important, c'est au sein des écosystèmes. Une diversité au sein des écosystèmes. Ça veut dire qu'on a un écosystème. Mais c'est quoi un écosystème? Eh bien, c'est un ensemble qui est formé par les êtres vivants et le milieu, l'environnement. Donc ça forme une espèce d'équilibre, comme une chaîne alimentaire. On appelle ça un écosystème, un système écologique, entre guillemets. Alors, on a vu dans un cours précédent qu'au sein de la planète Terre, il y avait des grands biomes, et que dans ces grands biomes, ces grands biomes dépendaient de caractéristiques, entre autres, de la pluviométrie et de la température, qui permettaient justement de définir tel ou tel biome. Par exemple, forêt tempérée, taïga. Bon, ce sont deux biomes différents qui ont chacun leurs caractéristiques. Si on se rapproche un petit peu plus de la surface de la Terre, à une échelle plus locale, on peut définir également des écosystèmes, mais évidemment à plus petite échelle. Donc l'ensemble des êtres vivants que l'on peut relever sur la planète sera différent de l'ensemble des êtres vivants que l'on va relever sur 10 mètres carrés, par exemple. Mais ces 10 mètres carrés font partie d'un grand ensemble. Donc on définit dans un écosystème une diversité. Diversité de quoi? On a dit de la faune et de la flore, évidemment. Au sein de chacun au sein du règne des êtres vivants, en fait, il y a ce que l'on appelle des espèces. Espèces, on ne va pas donner la définition ici, on en a parlé un petit peu dans un autre cours. Une espèce, c'est quoi une espèce? Eh bien, ce sont des êtres vivants, et parmi ces êtres vivants, il y a certains sont capables de se reproduire entre eux. Eh bien, en général, lorsque deux individus sont capables de se reproduire entre eux, on dit qu'ils font partie de la même espèce. Diversité entre les individus d'une même espèce. Ça veut dire qu'au sein d'une même espèce, il y a des différences. Vous et moi, nous sommes différents. Il y a une diversité, ce qui ne nous empêche pas de faire partie de la même espèce. Donc il y a ce que l'on appelle localement des populations d'espèces, populations différentes, populations identiques, etc. Le vocabulaire est large. Nous allons essayer, en observant sur une petite surface, de rendre compte de la biodiversité des espèces et des individus. Biodiversité des espèces, ça veut dire on va constater éventuellement sur une petite surface qu'il y a différentes espèces. Mais on verra aussi qu'au sein d'une même espèce, il y a des différences. Comme je vous disais tout à l'heure, entre vous et moi, même espèce, mais on est différents. Alors, il est conseillé, lorsque nous sommes en milieu scolaire, eh bien d'essayer de trouver un endroit de la nature où il y ait suffisamment de végétaux et d'animaux pour pouvoir faire une petite étude. Bon. Les élèves vont effectuer un relevé de végétation sur différents sites, en fait, et puis faire l'étude, en relever le nom des animaux, le nom des végétaux, etc. Bon, c'est pas simple. Il faut préparer une sortie, ça se prépare. Donc là, par exemple, on va décrire deux sites, un site A et un site B. Un site, c'est l'endroit que l'on va étudier. Un site, donc le site A, ce sera une pelouse sèche sur un sol calcaire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est sèche? On pourrait très bien dire il a plu, elle est mouillée. Mais non, c'est globalement. C'est une pelouse qui a plutôt tendance à être sèche, pour X raisons. Et puis, sol calcaire, alors cette sécheresse peut être en relation avec la roche également, selon que la roche est plus ou moins poreuse. Poreuse, ça veut dire qu'il laisse passer l'eau à travers elle-même. Deuxième site, un site B, on sera près d'une rivière et le milieu, donc le site, sera plus ou moins humide. Alors, il suffit de
de repérer sur une dizaine de mètres carrés. Alors pour ça c'est facile, vous mettez 4 piquets, donc vous mesurez la surface, vous mettez 4 piquets, vous mettez une bande autour et vous faites l'étude à l'intérieur de ces 10 mètres carrés. Et vous allez relever des choses. Voilà, qu'est-ce que vous allez relever? Eh bien vous allez voir qu'il y a des végétaux, donc des plantes herbacées, des groupes d'animaux, des oiseaux, des libellules. Bon, on va essayer de s'y retrouver dans tout ça. Alors, commençons déjà par réaliser des mesures pour caractériser l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire, là par exemple, ce sera le sol. Alors ça peut être aussi le relevé de la température. La pression. Bon, la pression, là, c'est une atmosphère un petit peu partout sur la Terre, enfin, globalement. Mais dans cet endroit-là, ce sera une atmosphère. Bon, on sait bien que la pression, c'est une atmosphère. On peut relever la température, le pH, etc. Bon. À l'aide de ce que l'on appelle une tarière, c'est un espèce d'outil, donc on a 2 manches, et il y a une espèce de chose au bout qui permet de s'enfoncer dans le sol. Donc on tourne la tarière et on enfonce tout doucement dans le sol de manière à obtenir ce que l'on appelle une carotte. Une carotte, c'est une petite portion de terre. Alors il faut l'enfoncer verticalement, évidemment, il ne faut pas faire trop d'à-coups, sinon ça veut dire que si on veut étudier l'ordre des couches, la chronologie des couches, eh bien, enfin la chronologie, pas la chronologie, mais le listing des différentes strates de couches, entre guillemets, eh bien, si on bouge de trop, on peut faire des mélanges. Donc si on veut faire une étude précise, il faut faire attention. Bon, bref, on relève l'ensemble, on pose la carotte de terre sur le sol, et puis on s'amuse à énumérer les éléments, prendre des photographies, etc. Entre autres, là, à titre d'exemple, on va mesurer le pH. On prend un récipient, on met un petit peu de la terre à l'intérieur, et puis on mélange, et puis on mesure, on met une sonde à pH, et puis on mesure le pH. Alors le pH du site A, le site pH du site A, c'est aux environs de 8. Donc ça veut dire que sol calcaire, etc., plutôt tendance 8, alors que le pH du site en B était plutôt aux alentours de 7. Donc un petit peu plus que 7, donc un pH plutôt neutre. Bon, entre neutre, mais il n'y a pas d'acidité dans ces 2 types de terrain. On rappelle que le pH va de 0 à 14 et qu'entre 0 et 7, le pH est très acide, enfin est acide, et au-delà entre 7 et 14, le pH est basique. Avec 7, qui est le milieu, est un pH neutre. Bon voilà, donc carottage, on réalise quelques mesures pour comprendre, pour connaître ce qu'il y a dans le sol. Alors on peut s'amuser à énumérer également les éléments et les différentes couches, hein, parce qu'on dit que ce sont des horizons, les différents horizons du sol. Là, on ne va pas le faire, hein, mais on pourrait s'amuser à le faire. Alors, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le relevé des végétaux et des animaux, du côté animal. Alors, on va essayer de recenser les espèces végétales sur les 2 sites. Alors pour ça, c'est pareil, il faut préparer les choses, alors relever ce que l'on appelle le nom des végétaux, c'est pas toujours évident. Alors il existe une application que vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone qui s'appelle PlanteNet. PlanteNet, ça permet quoi? Eh bien, ça permet... Alors déjà, il faut vous inscrire, et puis donc il faut préparer à l'avance. Donc, vous allez prendre une photo d'une plante, par exemple d'une fleur, et vous allez envoyer cette photo sur l'application PlanteNet. Et bien, en retour, vous allez proposer, ou plutôt on va vous proposer un nom, et vous allez valider ou pas. Donc si vous voyez que la fleur, alors vous pouvez envoyer donc une fleur, vous pouvez envoyer la tige, les feuilles, les fruits, les racines. Puis au retour, donc on vous propose un nom. Et si vous voyez que cette plante ressemble vraiment à ce que si ce que l'on vous propose ressemble vraiment à ce que vous voyez sur le terrain, eh bien vous pouvez dire oui, c'est bien cette plante-là. Par exemple, le brome érigé. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est. Bon,
Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Si vous ne savez pas, eh bien, en voyant sur le terrain cette plante, en confirmant son nom avec PlanteNet, avec l'application PlanteNet, eh bien, PLANTNET, eh bien, vous allez avoir la connaissance de cette plante. Voilà, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Vous faites de même pour toutes les plantes que vous allez trouver. Bref, alors on va préparer dans un tableau, on va mettre le nom des plantes dans un tableau, et dans une deuxième colonne, donc une première colonne, une deuxième colonne, vous allez marquer un relevé avec les lettres, la lettre R, ou le numéro 1 ou le numéro 2. Si vous mettez le numéro 1, ça veut dire que sur vos 10 mètres carrés, la plante fait plus de... sur vos 10 mètres carrés, la plante représente plus que 10% de la surface. Si vous mettez le numéro 2, la plante fait moins de 10%. Alors si vous êtes pile à 10%, vous mettez 1, enfin vous mettez pas 1, mais vous laissez 1 en fait. Bon, donc dans les deux cas, donc on est à plus ou à moins. Après, il y a les limites entre beaucoup plus, beaucoup moins, tout ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et après, si vous voyez par exemple une seule plante, une plante qui est isolée, vous mettez grand R. Vous en voyez une, deux, ça veut dire que le pourcentage de recouvrement est peu important, mais vous avez vu vraiment telle plante, mais un seul exemplaire. Dans ce cas, vous ne marquez pas 1, vous marquez grand R. R, ça veut dire rare, que la plante est rare. Bref, vous avez compris. Donc vous faites le listing des plantes, vous marquez un numéro 1 ou 2, ou la lettre R. Dans les espèces végétales rencontrées sur le site A, qui est une pelouse calcaire, on a vu le brome érigé, le liseron cantabrique avec numéro 1. Donc ces deux plantes recouvraient plus de 10% de la surface de vos 10 mètres carrés. Il y a de grandes chances que sur le site tout entier, ce soit la même chose. Quoique ça dépend, hein, parce que des fois on choisit un endroit, il y a beaucoup de telles plantes, et puis on va ailleurs, il n'y en a pas autant. Bon. Ensuite, la sabline des chaumes, le fer à cheval et le thym serpolé représentaient une surface de moins de 10% chacune. Donc on a le numéro 2, et ensuite pour les numéros, pour le R, on avait Ophrys abeille, Ophrys mouche, lin d'Autriche et luzerne naine, représentés en un seul exemplaire ou 2 exemplaires au maximum. Donc ça veut dire que ces plantes sont rares mais existent bel et bien. Ensuite, on fait pareil pour les espèces végétales présentes sur le site B, donc en zone humide près d'une rivière. Numéro 1, on a relevé Carex des rives, aulne, glutineux et iris jaune. Et numéro 2, moins de 10%, scrofulaire aquatique, sirpe en jonc. Et c'est tout. Et ensuite pour R, orchis à fleurs lâches, lychnis fleur de coucou, langue de serpent et salicaire commune. Voilà, donc espèces rares. Alors est-ce qu'on a... Donc on a 2 sites séparés, le site A, le site B. Chacun a son listing de végétaux et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plantes communes aux 2 sites. Donc ça veut dire qu'on a 2 écosystèmes dont les végétaux sont différents. On a bien 2 écosystèmes différents. Donc l'équilibre, la chaîne alimentaire, donc la pyramide alimentaire, enfin la chaîne alimentaire qui est représentée par une pyramide alimentaire entre guillemets, eh bien fait que on a 2 écosystèmes locaux qui sont différents. On fait la même chose pour les oiseaux. Alors pour les oiseaux, évidemment, vous ne pouvez pas étudier les oiseaux sur 10 mètres carrés. C'est pas possible. Pour ça, il faut trouver une autre stratégie. Vous asseyez dans un coin, puis vous attendez que le temps passe, vous observez avec des jumelles, avec vos yeux, vous essayez de prendre des connaissances en même temps sur quelles espèces vous pourriez trouver éventuellement sur ce site précis. Donc en vous informant sur un livre, sur Internet, etc. Bon, le relevé des espèces dans leur totalité, espèces animales dans leur totalité. Mais vous, ce que vous avez vu sur le site A, pelouse calcaire,
espèces identifiées au cours de la sortie. Vous avez vu, alors on prend l'exemple des élèves qui sont sur les documents, Pipite rousseline, Pouillot véloce et Coucou gris. Mais vous n'avez pas tout vu parce qu'on a recensé un nombre d'espèces totales qui aurait pu être de 11. Voilà. Donc d'autres chercheurs, d'autres scientifiques ont étudié le site et se sont aperçus qu'on pouvait voir jusqu'à 11 espèces différentes d'oiseaux. Zone B, Pouillot véloce, fauvette à tête noire et mésange bleu, 3 espèces trouvées, alors qu'on aurait pu en trouver 8. On aurait pu en voir 8. Bon, vous voyez, est-ce qu'il y a dans les deux cas des espèces communes? Eh bien oui, le Pouillot véloce. On trouve le Pouillot véloce dans les deux endroits. Donc ça veut dire dans la chaîne alimentaire. Si par exemple, pour X raison, dans un endroit, le Pouillot véloce ne pouvait plus vivre, eh bien ça veut dire qu'il peut s'adapter ailleurs. Il peut aller ailleurs. Bon, c'est quand même quelque chose d'important de savoir que des espèces sont capables de s'adapter à différents environnements. Maintenant, il y a des espèces qui sont propres à tel ou tel endroit et on ne peut pas les trouver ailleurs. On fait la même chose avec les libellules, après avoir fait les oiseaux. Alors, les espèces identifiées, dans les deux cas, site A et B, on a vu l'agrillon élégant. Dans les deux cas. Donc, un peu comme le Pouillot véloce pour les oiseaux. Donc, l'agrillon élégant a pu s'adapter et est présent donc, sur les deux sites. Dans le site A, on n'a pas trouvé autre chose, alors qu'on aurait pu en trouver 3 autres. 3 autres espèces de libellules. Ensuite, dans le site B, on a trouvé, donc, en plus de l'agrillon élégant, Anax empereur, Caloptérix lierge. Mais on aurait pu trouver 13 espèces de libellules différentes. Voilà. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a 2 sites qui correspondent à 2 écosystèmes locaux différents. Chaque site a ses propres végétaux, ses propres plantes, ses propres oiseaux, ses propres libellules. Et il n'y a pratiquement pas de point commun. Alors, au niveau des végétaux, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas d'espèce commune aux 2 sites. Par contre, pour les oiseaux, le Pouillot véloce est commun, et pour les libellules, l'agrillon élégant est commun. Voilà. Donc là, on a rendu compte de la biodiversité des espèces, donc espèces différentes, sur les 2 sites. Ça veut dire que la diversité au sein des écosystèmes est bien une diversité d'espèces. On trouve différentes espèces et chaque écosystème avec ses espèces propres est un milieu particulier en soi qui possède sa propre chaîne alimentaire, donc sa propre pyramide alimentaire. Maintenant, on n'a pas rendu compte de la biodiversité des individus. Ça veut dire qu'on va chercher au sein d'une même espèce des différences. Un peu comme si vous et moi, on essayait de trouver quelles différences. On fait partie de la même espèce, mais on a des différences. Et bien là, nous allons prendre l'exemple d'une plante qui s'appelle Ophrys abeille. Eh bien, on regarde sur le site, alors pas forcément sur nos 10 mètres carrés, on peut regarder un petit peu à droite et à gauche, mais il faut que ça corresponde au site A et au site B. Sur le site A, les élèves ont repéré en fait une diversité par rapport à cette Ophrys abeille. Donc 3 fleurs ont été repérées et ce sont des orchidées, Ophrys abeille, donc orchidée. Pourquoi abeille? Parce que ça ressemble un petit peu à une abeille. Bon, c'est une histoire de pollinisation, d'attirer les insectes pour polliniser, etc. Bon. Donc on a 3 pieds différents sur le site A. Elles appartiennent toutes les 3 à l'espèce Ophrys abeille. Bon, voilà, on a mis en évidence pour une plante, en fait, une diversité, une biodiversité au niveau des individus faisant partie d'une même espèce. On aurait pu faire la même chose avec d'autres plantes. On aurait vu qu'il y a des petites différences. On aurait pu faire la même chose avec la même espèce concernant un oiseau, par exemple le fer à cheval. Bon, ça aurait pu être aussi le Pouillot véloce. Le fer à cheval, pardon, c'est pas l'oiseau, c'est un végétal. Je suis en train de me tromper. Fer à cheval, je pensais à
Un cheval, je pensais à des insectes qui viennent du Japon. Vous voyez ce que je veux dire, le frelon asiatique. En fait, je pensais à la piqûre du frelon asiatique qui est très violente. Et 3 piqûres, on disait que 7 piqûres de frelons, alors pas de frelon asiatique, mais c'était l'autre frelon, 7 piqûres suffisaient à tuer un cheval. Pour nous, 3 piqûres de frelons suffit à nous tuer. Bon, c'est plus ou moins vrai, mais c'est pas l'objet du tout de l'étude. Bon, bref. Donc Puyo véloce, on aurait pu voir qu'en prenant 3 Puyo véloce qui font partie de la même espèce, on aurait pu voir des différences individuelles. Voilà, donc on a bien compris comment... Alors on a compris comment la biodiversité des espèces et des individus était repérée au niveau d'un site, des sites A, des sites B. Voilà, moi je vous invite à faire un petit peu la même chose, même si vous êtes tout seul, si vous êtes passionné ou simplement si vous aimez la biologie, vous allez dans une forêt, côté d'une mare, vous installez vos piquets, vous mettez une bande autour, et puis vous étudiez les choses qui sont à l'intérieur, vous prenez un petit calepin, prenez des photos, vous faites des commentaires, puis vous mettez tout ça sur YouTube. Voilà, vous m'envoyez le lien et je vais m'abonner à votre chaîne. Bon, donc ça c'est une petite parenthèse. Donc on a pu observer et rendre compte de la biodiversité des espèces et des individus. Voilà, diversité au sein des écosystèmes, nous avons fini. Le cours est terminé. Merci. Alors je commande ma vidéo avec l'iPhone. On a une application Wi-Fi un peu spéciale qui peut nous permettre à partir de notre téléphone de commander la vidéo, donc l'appareil en fait. Donc là je l'arrête.